Bienvenue sur Racontez-moi, un espace proposé par l'association Psy et moi. Racontez-moi est un lieu dédié aux récits de vie, un espace pour lire les témoignages, entendre les anonymes et rendre visibles les invisibles. Si tu as été victime d'une relation toxique, de violence conjugale ou familiale, si tu as connu une errance médicale, reçu un diagnostic psychiatrique mal posé ou mal compris, si tu ressens le besoin de partager ton histoire, mais que tu ne sais pas par où commencer, sache que Racontez-moi est là pour toi. Nous prenons le temps de lire vos lettres, vos récits et de leur donner une voix. Parce que chaque vécu compte. Parce qu'il peut éveiller, aider et aussi apaiser. Je vous rappelle que l'association Psy et moi met à disposition de nombreux supports gratuits sur son site officiel. Je te joins en description le lien. Tu trouveras des groupes de parole et d'écoute, un accompagnement individuel, des aides d'orientation également, mais aussi des podcasts qui sont désormais diffusés chaque mardi matin à 5 heures. Aujourd'hui, nous vous livrons le témoignage d'une femme marquée par la violence intrafamiliale et l'errance. Une enfance brisée, une adolescence abîmée, une vie de lutte contre l'addiction, le silence et le sentiment d'abandon. Un récit poignant, sans filtre, qui nous rappelle que certaines cicatrices ne se voient pas, mais qu'elles façonnent toute une existence. Voici le récit émouvant d'Élodie, qui souhaite utiliser un pseudonyme pour signer l'histoire qu'elle partage. Une enfance volée, une vie à reconstruire. Je m'appelle Élodie, j'ai 32 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter, sous forme d'anecdote, ce que c'est que de grandir dans une famille où l'amour ne protège pas, où le silence fait plus de bruit que les cris. Mon histoire, c'est celle d'une petite fille qui voulait qu'on l'aime, qu'on la protège, et qui s'est perdue dans des silences, dans des coups et des mensonges. C'est l'histoire d'une gamine devenue adulte sûrement un peu trop tôt, blessée par ceux qui auraient dû la protéger et qui un jour a su dire stop. Une maison pleine de violence, et pourtant si vide. J'ai grandi dans une maison de province. En apparence, tout allait bien. Les volets très colorés étaient toujours fermés et le jardin était toujours tondu. Une façade. Mon père était doué en façade. Notre vie était une façade. Toujours souriant dehors et à la maison, c'était un monstre. Un homme feignant, souvent au chômage, menteur, et surtout violent. Violent avec les mots, dans les gestes, dans les silences, il me terrifiait. Ma mère, une ombre. Je crois que c'est le mot qui la résume le mieux. Une femme soumise, qui ne parlait pas, ne protestait pas. Quand il criait, elle baissait la tête. Quand il frappait, elle s'éloignait. Et quand je pleurais, elle me disait tout simplement « Tu as dû le chercher ». J'appellerai cette anecdote « Jusqu'à ce que je pleure ». J'avais 10 ans, c'était un samedi. On revenait des courses. Ma mère, comme d'habitude, faisait semblant d'être débordée dès qu'elle le croisait. Mais c'est moi qui portais tous les sacs et qui rangeais tout. Je me souviens d'avoir posé un paquet de riz un peu de travers dans le placard. Mon père était derrière. Il m'a regardée comme si j'étais la dernière des idiotes et il m'a dit « T'es vraiment une empotée. C'est pas possible. » Rien qu'au son de sa voix, je savais qu'il avait la haine. Et sans prévenir, il m'a giflé. Mais ce jour-là, je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai refusé de pleurer. Peut-être par instinct ou par orgueil. Je suis restée droite, les dents serrées, le regard figé. Ça l'a rendu fou. Il m'a regiflé. Encore et encore. Il voulait une larme, il voulait vraiment que je pleure. Il voulait me briser. Et moi, j'ai résisté. Je me souviens juste d'un dernier bruit, sourd, de sa main qui a claqué ma tête. Et puis, plus rien. Je me suis réveillée, étendue au sol. J'étais tombée dans les pommes. J'avais tenu. Mon corps, lui, il était brisé. Mon visage était en feu. Personne ne m'a aidé à me relever. Personne n'a appelé les secours. Personne ne m'a demandé si ça allait. On m'a juste dit de me relever et de finir de ranger.
Les claques invisibles. C'est comme ça que j'appellerais ma période du collège. Au collège, j'étais devenue une enfant absente. J'étais au collège, physiquement. Mais j'étais pas là. J'étais toujours ailleurs, cachée dans ma tête. Je m'évadais le plus possible. Les profs disaient que je rêvais trop, que j'étais lente. Personne ne m'a absolument jamais demandé pourquoi j'étais comme ça. Je dormais parfois en classe, sur les bancs dehors, dans la cour. J'avais des bleus que certains voyaient. Mes angoisses étaient visibles sûrement sur mon visage. Mais on ne me demandait jamais pourquoi j'étais comme ça. Un jour, la prof de maths m'a prise entre quatre yeux. Elle pensait que je trichais en cours, que je recopiais. En fait, j'arrivais juste plus à me concentrer. Le soir, je devais faire à manger pour mes frères. J'étais littéralement épuisée. Mon père ne faisait rien, ma mère non plus. Et quand j'avais le malheur de me plaindre, c'était une claque. À 14 ans, j'ai rencontré le cannabis, une drogue que je recommande à absolument personne. Une copine m'avait proposé un joint un soir après les cours. J'ai dit oui sans réfléchir. C'était la première fois que je ressentais quelque chose d'apaisant. Comme si pendant quelques heures, je sortais de mon corps, de cette vie. Je pouvais faire pause. Alors, j'ai recommencé. D'abord de temps en temps, puis souvent et après tous les jours. C'est devenu mon oxygène, ma vraie béquille. Mon moyen de flotter au-dessus de la douleur. J'étais endolorie. Bien sûr, mes parents s'en sont rendus compte. Mon père m'a traité de droguée, de traînée et m'a cogné. Ma mère, rien, comme d'habitude. Elle répétait ses phrases toutes faites. Faut pas faire ça, tu vas le mettre en rage, tu vas gâcher ta vie, il te laissera pas faire. Mais ma vie, elle était déjà gâchée. Au lycée, j'ai décroché. Je suis partie dans un CAP, je pourrais même plus dire lequel. Je l'ai pas fini. Je crois que je me suis arrêtée au milieu d'année de la première année. Trop de galères, trop de manques, trop de sommeil, trop de joints, trop. Je dormais chez des copines, parfois sur le canapé, parfois même dans la rue. J'ai commencé à connaître l'errance, le froid, les sentiments d'être de trop, toujours partout, gênante. Mes parents se plaignaient à la fois de mes absences, mais en même temps ça les inquiétait pas. J'appellerais cette anecdote le coup de grâce. Je devais avoir 21 ans, ça faisait déjà des mois que je coupais les ponts avec ma famille. J'essayais de m'en sortir, de chercher de l'aide. Mais honnêtement, c'est pas facile de demander de l'aide quand t'as appris à te taire. Un jour, je suis retournée chez mes parents, je ne sais même plus pourquoi. Peut-être par habitude, ou pour prendre une douche. Ou tout simplement parce que j'espérais discuter. Mon père, il était là, affalé sur le canapé, comme d'habitude. Ma mère, j'en parle même pas, cachée dans sa cuisine. Il m'a hurlé que j'étais une honte, une bonne à rien, que je salissais leur nom. Et ma mère me criait « Tu nous fais du mal, Élodie, tu devrais pas faire ça, demande pardon à ton père !» Alors là, ça a été le déclic, le moment où quelque chose s'est brisé pour de bon. J'ai regardé ma mère, cette femme qui n'avait absolument jamais levé le petit doigt pour moi, et j'ai compris, elle avait fait un choix. Et ce choix, c'était pas moi. Elle le ferait jamais. Alors je suis partie, et j'ai jamais remis les pieds chez eux. Les années qu'on suivit ont été dures, très dures. L'errance, encore et encore. Addiction, précarité, petits boulots qui tiennent pas, appartements qu'on garde jamais longtemps. Je me sentais comme une coquille vide. J'ai essayé d'aller voir un psy, une fois. Il m'a dit que j'avais un lourd passé, qu'il faudrait du temps. Honnêtement, j'ai pas eu le courage d'y retourner. Parce que je savais tout ça. Et j'avais pas de temps à perdre. Je crois que sincèrement, je m'étais persuadée que je méritais pas d'aller mieux. Et un jour, par hasard, une éducatrice de rue m'a parlé et m'a offert un café. Elle s'appelait Marie. Elle m'a dit qu'elle me voyait souvent traîner et que je n'étais pas invisible. Et quand elle a prononcé ce mot invisible, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une gosse parce qu'enfin quelqu'un m'avait vue et me regardait. Grâce à elle, j'ai eu un logement temporaire et un accompagnement social qui m'a permis d'avoir un peu de stabilité. C'était pas grand-chose, mais c'était un début. J'ai commencé à parler, à dire des mots grâce à elle, parce qu'on discutait souvent. La première fois que j'ai utilisé le mot violence, addiction et inceste,
j'ai dû commencer à relâcher en écrivant. J'écrivais dans des petits carnets, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai fait des poèmes, des histoires. Peut-être qu'un jour je me publierai. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière d'être sobre depuis 3 ans. J'ai un tout petit appartement, mais il est à moi. Je suis encore en mode survie. J'ai beaucoup de blessures, beaucoup de souvenirs. Et mes cauchemars, c'est le plus dur. Je travaille dans une association pour des jeunes en rupture, de façon bénévole, parce que je veux soutenir à mon tour. Et puis parce que je sais ce que c'est d'être seule. Et si un jour je peux dire, moi, Élodie, toi aujourd'hui tu n'es pas seule, je me dis que ça vaut le coup. Je ne parle plus à mes parents. C'est un deuil, le deuil de 2 personnes vivantes, et ça fait mal. Mais c'est nécessaire. J'ai compris que je n'avais pas besoin de leur pardon, ni même de leur compréhension. J'ai juste besoin de m'aimer moi, et j'ai fait la paix avec ça. Un message pour finir. Alors là, je dirais que si toi tu m'écoutes aujourd'hui dans ce podcast, et que tu vis dans la même peur, et que tu penses que tu n'as pas le droit de parler ou d'exister, alors crois-moi sur parole, tu as le droit de dire stop, de vivre, et non pas que de survivre, mais de vivre. Parfois on ne choisit pas sa famille dans laquelle on est, mais on peut choisir celle qu'on se crée. Moi je suis toute seule, je me reconstruis jour après jour, mais c'est ma belle fin à moi. C'est pas fini, c'est ma vie qui commence, je suis jeune, mais c'est ma belle fin à moi. C'est un nouveau début. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie Virginie de m'avoir aidé à écrire cette lettre. Merci Élodie pour ton témoignage et pour ta petite conclusion. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Racontez-moi. Si ce partage vous a touché, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Parler, c'est déjà agir. Et si vous aussi, vous portez une histoire difficile, si vous êtes ou avez été victime de violence, de négligence ou d'errance psychologique ou sociale, sachez que vous pouvez témoigner anonymement via notre plateforme Psy et moi. Votre voix compte, votre vérité mérite d'être entendue. Enfin, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en likant et en partageant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de nous rejoindre mardi prochain à 5h. Pendant ce temps-là, prenez grand soin de vous.